Bonjour et bienvenue dans Legistream. On est sur la chaîne Twitch de la chaîne parlementaire. Abonnez-vous, posez toutes les questions qui vous passent par la tête, que vous avez envie de poser, parce que je suis là pour les transmettre à notre invité du jour, qui est donc Philippe Brun. Bonjour. Bonjour. Le député socialiste de l'Eure. Je vais saluer tout de suite mes camarades du jour. Bonjour Sacha Beckerman. Bonjour, ça va bien? Ça va et toi? Bon, très bien, merci. Et puis Hugo Couturier, aka Hugo au perchoir, n'est-ce pas? Est-ce que ça va bien? Comme un mardi, mercredi. Comme on s'est vu tout à l'heure, oui, ça va toujours bien. On a fait un jeu qui s'appelle « À qui sont les cheveux et à qui sont la cravate ?» Ah, c'était pas mal. Bon, faudra venir la semaine prochaine parce qu'on a encore d'autres idées de quiz. Je vous présente pas le dispositif, Philippe Brun, parce que tout ce qui est Twitch, tout ça, vous connaissez par cœur. Vous étiez sur Twitch déjà avec Boris Vallaud, c'est ça? Oui, on avait une chaîne qui marchait du feu de Dieu. On avait à peu près 5 abonnés. Boris et Philippe. C'est un grand Twitch. Hein. Et devant voilà, l'immense succès, on était obligé d'arrêter. Voilà, ah là, je comprends. Bien sûr, bien sûr. Voilà, mais voilà, je forme le vœu que nous reprenions un jour. Car le public nous attend et nous appelle, mais c'est un peu comme les Beatles, il y a des rumeurs sur notre Bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est que je ne serais pas assassiné comme John Lennon. Avant non, bien sûr, on touche du bois. Pourtant, physiquement, il y a une ressemblance. Ça vous arrive pas, mais aussi, les lunettes sûrement. Non, l'idée, c'était surtout de vous lancer sur cette façon peut-être de discuter différemment, d'échanger différemment avec les jeunes, de tous les citoyens. C'était quoi l'idée de Twitch pour vous? Écoutez, je pense qu'il faut retrouver une manière de faire de la politique où on est mis en risque. C'est-à-dire que le problème, c'est que les émissions télévision, tout est préparé, un peu formaté. On a déjà préparé les questions avec le rédacteur en chef avant. Les grandes émissions de France Télévisions, par exemple, où on a un rédacteur en chef, on sait sur quoi on va être interrogé et on n'est pas mis en risque. Et finalement, moi, j'aime bien la politique où on est mis en risque. On arrive, on ne sait pas les questions qui vont être posées, on ne sait pas comment ça va se passer. Ce qu'on a finalement dans nos circonscriptions, quand on fait des réunions publiques, moi, j'en fais toutes les semaines dans l'Eure, où il y a un gars qui se lève et qui dit un truc et il faut savoir lui répondre, quoi. Alors, c'est ce qu'on va essayer de faire. Particulièrement bien. C'est ce qu'on va essayer de faire avec ce chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, exactement comme dans une réunion publique. Et finalement, c'est un peu l'idée. Vas-y. Je rebondis. Du coup, la politique, elle manque de spontanéité. Oui, elle fait une fausse spontanéité. C'est que parfois, vous voyez des vidéos sur TikTok ou sur pas Twitch, TikTok par exemple. Vous voyez des députés qui s'énervent, vont dire c'est incroyable, il était spontané, une colère saine. Mais en fait, c'est préparé, malheureusement. Et moi, je déplore que l'Assemblée soit devenue une forme de décor de tournage de vidéos pour TikTok pour certains députés. Donc je pense que c'est pour les insoumis. Non, j'ai aucun député en particulier. Parce que sur TikTok, on voit les insoumis et Jordan Bardella. Hein. Ouais, c'est vrai. Et Jordan Bardella n'est pas à l'Assemblée nationale. Le problème, c'est que les macronistes, ils essayent, mais ça marche pas. Ouais, mais ils sont aussi sur TikTok, mais ils essayent. Voilà. Bon, l'idée, c'est le live. C'est ce que vous défendez. Oui. Bon, alors, on n'a pas préparé. Mais on va quand même parler du budget, parce que c'est un peu l'actualité, oui. D'accord. Ce budget, qu'est-ce que vous en pensez? Vous dites, finalement, nous, les socialistes, même le NFP, Éric Coquerel disait même, là, pour l'instant, ce qui est en train de se passer, c'est même NFP compatible. Vous en êtes content? Vous pensez même que ça ira au bout? Ou c'est le 49.3 là, qui va arriver très vite? En fait, ce dont on est en train de se rendre compte, c'est que l'Assemblée est plutôt à gauche. Bon, finalement, on s'en était rendu compte au soir déjà des législatives. Et on se rend compte toujours, c'est-à-dire que quand en commission des finances, il faut voter le budget, on rééquilibre l'effort vers les plus riches, les grandes entreprises, le monde financier. Vous avez fait passer pas mal de mesures dans ce sens. Les socialistes sont le groupe qui a fait passer le plus d'amendements là en séance. C'est énorme. Hein. On a fait passer ceux-ci 44 amendements. Le groupe EPR, donc la majorité, une vingtaine. Et comment les Insoumis 14, le RN 18. Donc aujourd'hui, c'est nous qui faisons le budget. Commence pas. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce qui est en train de se produire. Qu'est-ce qui est en train de se produire? C'est que, en fait, on voit bien que le centre de gravité de l'Assemblée, il est plutôt à gauche, centre-gauche, et que c'est là que se trouvent les majorités. Et donc moi, je dis que oui, on doit pouvoir trouver une majorité pour voter un budget qui est très différent. Et quand le RN dit déjà, dès maintenant, Jean-Philippe Tanguy l'a déclaré, on ne le votera pas ce budget. Vous savez que donc, en termes de force politique, ils sont présents aussi. Et donc, du coup, ça risque de ne pas passer. Oui, mais c'est tout le problème finalement de ce gouvernement qui a été nommé, puisque ça reste quand même le vote du budget, le vote d'appartenance ou d'opposition à un gouvernement. Et donc le problème, c'est qu'on a nommé un gouvernement intrinsèquement minoritaire. Ce qu'il fallait, c'est nommer un gouvernement de gouvernement de gauche à qui revenait la charge d'en être membre. Le gouvernement de droite, mais le gouvernement de gauche, oui, mais je l'aurais peut-être moins refusé. Qu'est-ce qu'on vous a proposé? On vous a proposé d'être ministre de Michel Barnier, oui, bien sûr. Le ministre du budget. Du budget, oui, des finances, oui. J'ai refusé. C'était impossible?
C'était incompatible. Bah, vous me voyez là au banc là, à dire super, on va supprimer 4000 postes d'enseignants, fermer des classes en milieu rural dans ma circonscription, fermer des bureaux de poste. Non. Voilà. Ça aurait eu de la tronche que vous démissionniez en plein budget, je dis ça. Oui, d'abord, je trahis mon camp. Hugo, conseiller, les conseillers aussi. son nouveau camp. Voilà. Moi, je dis, il y a un coup à tenter. Ouais, Après, bon, ça je deviens suffit, les chroniqueur trahisons, sur là. Twitch après, ouais. Et Philippe Brun, j'ai une Y a petite pas de question, un peu communication. On a vu pas mal de députés du NFP et vous aussi se féliciter d'avoir fait passer des amendements. Après, si Michel Barnier dégaine un 49-3, qu'est-ce qui dit que ces amendements seront conservés? Est-ce que vous ne criez pas victoire un peu trop vite? Ou alors, c'est quoi? C'est montrer qu'on est proactif quand même en ce moment? Ou c'est quoi l'idée? L'idée déjà, c'est de cranter, comme on dit, nos victoires. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a gagné dans l'hémicycle, il faut que ce soit dit. Et Michel Barnier, même s'il y a un 49-3 à la toute fin, on parlera de la procédure peut-être à un moment pour expliquer aux Twitchies. Comme on dit, aux Twitchers, aux streamers, aux téléspectateurs. Streamers. Ok. En fait, À ceux qui nous regardent. En fait, à la fin, Michel Barnier, il ne pourra pas faire un 49-3 en éliminant tous les amendements adoptés par l'Assemblée. Il y a un moment, c'est pas possible. Vous voyez, c'est une question, c'est justement une question du chat. Oui. Non, mais comme ça, j'essaie Déjà, de dire un de peu. Boris et Philippe, ils lisaient pas les questions du chat. Donc, Alors là, attendez, moi je suis là pour le faire. Je vois pas de majorité plus réduction des dépenses, 49.3 dans tous les cas. Donc, ce qui va se passer, c'est que d'abord, il n'y aura pas de 49.3 sur la première lecture. D'accord. Donc là, on discute la première partie. La première partie, vous avez remarqué, on a rééquilibré l'effort. volet recettes pour les gens qui. Donc là, Ouais, voilà, c'est ça. volet recettes, on a rééquilibré l'effort. Qu'est-ce qu'on a dit? Là, aujourd'hui, on a adopté à peu près 30 milliards de recettes, Ouais. plutôt que les 20 du gouvernement. D'accord. Et donc, du coup, ça rééquilibre l'effort. Et on a supprimé 10 milliards sur les classes populaires et les classes moyennes. C'est-à-dire qu'on a annulé la hausse de la taxe sur l'électricité, on a annulé le malus automobile qui touche les Clio, les Sandero, les toutes petites voitures. Les diesel. Bon, voilà, mais toutes les voitures en vérité neuves, y compris les Ça a voitures été du voté avec quotidien. le RN. Oui, mais par définition, Non, le je sais RN, pas. en fait, le RN a 3 choix. Soit il vote pour, soit il vote contre, soit il s'abstient. Donc j'ai une chance sur 3 de voter comme eux. Parce que j'ai, Non, mais c'est C'est le cas intéressant. de tous les députés, Bon, ça. voilà. Ouais, c'est ça. Non, mais oui, donc évidemment, il y a plein de fois où on vote Ça avec vous le pose pas de RN. problème, vous dites Je fais, sinon je sors de l'Assemblée quand le RN est d'accord avec moi. Enfin, je sais pas, ils ont voté ma loi sur EDF, qui est la première loi qui a été adoptée contre l'avis du gouvernement sous Et la dans 5e le chat, République. on vous demandait où on en est où du texte, justement, Sur EDF, sur EDF. il a été adopté définitivement et il a été signé par le président de la République en fin mars, début avril. Donc il a été promulgué au journal officiel. Donc c'est la première fois depuis 1958 que le président de la République signe une loi dont auquel le gouvernement était opposé. Vous pouvez rappeler un peu Ce que c'était. C'est une loi qui empêche le démantèlement d'EDF, donc la séparation des différentes activités d'EDF, c'est le projet Hercule, vous connaissez, et puis qui rétablit les tarifs réglementés d'électricité pour les boulangers, les artisans, les commerçants, les restaurateurs, les exploitants agricoles, pour éviter la hausse des factures. Voilà. Et il y avait une petite remarque là sur justement les votes. Vous avez été mis en cause, les socialistes, notamment par les Insoumis, sur votre absence à certains votes. Est-ce que c'est fair, on va dire, comme critique, ou vous trouvez ça un peu injuste de la part de vos collègues du NFP? Et je rebondis sur la question d'Hugo parce que j'avais presque la même. C'est comment on travaille cette question de logistique pour se dire on veut être sûr d'avoir les forces vives nécessaires ce soir-là pour voter cet amendement-là et être sûr d'avoir les voix nécessaires. Est-ce que vous vous organisez entre vous ou pas du tout? Bien sûr, tout est organisé et on a des tableaux de présence et on fait en sorte d'être le plus présent possible. Alors, il y a eu effectivement pas mal d'absences le mercredi et le jeudi et on était très très nombreux le vendredi et le samedi. Il faut se dire une chose, nous, on n'est pas des députés à portée de RER. La plupart des députés socialistes, c'est des députés de la France périphérique, périurbaine et rurale. Nous, on vient de très très loin. On a aussi beaucoup de députés d'outre-mer, plus que dans le groupe Insoumis. Et donc, naturellement, nous, on a beaucoup moins de députés d'Île-de-France, par exemple, que les Insoumis. Donc, évidemment, quand il faut nous mobiliser, on est un peu moins nombreux au début. Et ce que je constate, c'est que quand j'ai battu le rappel avec Boris Vallaud, tout le monde est revenu. Et moi, j'ai des gens qui sont dans la Creuse, qui sont dans les Hautes-Alpes, qui sont dans la Lozère et qui sont revenus. Est-ce que vous faites cette critique aussi aux députés du socle commun, EPR, qu'on critique aussi sur le fait de ne pas venir défendre ce budget, parler de ce budget? Oui, c'est surtout ça qui est grave. C'est que, en vérité, ceux qui ont suivi, quand vous regardez les votes, il n'y avait que 14 députés
du fameux socle commun qui représente un peu plus de 200 députés. Donc c'est catastrophique. Il n'y avait personne qui était là. Le groupe socialiste. C'est une stratégie, non? On a eu quasiment 60% du groupe qui était présent. Oui, je crois. C'est pas qu'une stratégie. Il y a une stratégie probablement de Gabriel Attal et de ses proches de mettre en difficulté le Premier ministre pour des raisons qui tiennent à leur désaccord interne et à l'élection présidentielle. Et puis, je crois qu'il y a beaucoup de découragement. Il y a aussi beaucoup de découragement dans les troupes macronistes. Je parle avec des députés macronistes, je parle avec tout le monde. Ils se disent aujourd'hui où est-ce qu'on va. On a réussi à s'en sortir, pour ceux qui ont été réélus, d'une période épouvantable avec la dissolution. Nous, on ne sait pas où on va. On ne se reconnaît pas dans ce budget, on ne se reconnaît pas dans l'effort qu'a demandé aux Français, on ne se reconnaît pas dans ce gouvernement, dans les propos du ministre de l'Intérieur. Enfin, vous voyez bien, il y a un problème. Enfin, je veux dire, c'est quoi ce gouvernement dont le Premier ministre vient d'un groupe de seulement 47 députés et qui a lourdement perdu les élections? Ça, tout le monde le ressent bien. Je rebondis et sur le budget et sur cette question du chat. Comment les politiques peuvent-ils informer le public de leurs travaux au-delà des punchlines? Ce qui est intéressant, c'est... En tout cas, je complète un peu cette question, je me permets. C'est parfois compliqué, le budget. Souvent, on lit, il y a des articles aussi qui expliquent que finalement, des spécialistes du budget, comme vous l'êtes, comme le sera aussi Véronique Louwagie, qui va venir juste après. Je n'ai pas dit d'ailleurs qu'on avait Véronique Louwagie juste après. Vous êtes assez rares, finalement, les députés spécialistes du budget. C'est difficile de le rendre audible, compréhensible pour tout le monde? Je crois que le budget, en fait, c'est assez compréhensible, puisqu'à la fin, c'est la vie quotidienne, le budget. C'est la première partie du budget, c'est les impôts. Tout le monde comprend, la TVA, tout le monde la connaît. Alors, il y a quelques députés qui ne connaissent pas le taux de TVA. C'était Sébastien Chenu, du RN, il ne connaissait pas les taux de TVA. Mais ce sont les gens normaux qui font leurs courses, ils le voient bien sur le ticket de caisse, le taux de TVA. Donc, c'est assez simple, tout le monde comprend. Et puis, la deuxième partie, c'est les dépenses. Donc, c'est assez simple. Donc, combien il y a de profs devant les élèves? Combien il y a de profs remplacés ou pas remplacés, combien il y a de juges en France, combien il y a de policiers, combien il y a de gendarmes. Donc c'est assez simple en vérité, c'est que c'est un très très gros budget, des masses financières énormes, mais c'est assez simple. Vous parliez tout à l'heure de députés découragés. Est-ce que François Hollande est découragé ou pas? Parce que François Hollande n'a voté qu'une seule fois depuis le début de la... Il a pris la parole qu'une seule fois aussi. C'était qu'une seule fois la semaine dernière, mais cette semaine il était présent dès lundi. Et je suis assis à côté de lui dans l'hémicile, on m'a placé à côté de lui. C'est Boris Vallaud, c'est le président. Non, bien sûr. Alors, faut peut-être expliquer. Quand même Brun, qui a claqué la porte du hollandisme en 2015, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Très bonne connaissance de mon et ça emmène d'ailleurs une autre question. Vous avez été vu avec les Gilets jaunes pendant le mouvement. Pourquoi vous êtes resté au PS, en fait? Est-ce que le PS, pour vous, c'est vraiment la solution? Pourquoi pas avoir rejoint les Insoumis? Alors, vous regrettiez un manque de démocratie au sein de ce parti l'année dernière. Maintenant que Jean-Luc Mélenchon s'est a priori mis en retrait, D'accord. C'est ce qu'il essaye de nous faire croire, en tout cas. Non, voilà, pourquoi pas ailleurs, quoi. Non, je dis, c'est ce qu'il essaye de nous faire croire. La tête de Philippe Brun, je suis pas spécialement convaincue. Je suis pas spécialement convaincue non plus, mais voilà, pourquoi pas. Enfin, pourquoi le Parti socialiste beaucoup de vieilles personnes, entre guillemets, qui ont voté socialiste me disent aujourd'hui, moi quand j'en parle avec elles, c'est des traîtres. Oui, alors moi j'ai été, chacun le sait, très très déçu du quinquennat Hollande. J'étais jeune militant socialiste, j'ai fait sa campagne en 2012. J'avais 20 ans quand il a été élu président de la République. J'étais là au moment du discours du Bourget et c'était un immense espoir pour ma génération. Ce qui peut étonner d'ailleurs les jeunes qui disent « toi t'étais fan de Hollande ». Bah oui, c'était ça de ma génération. Quand on avait 20 ans, on avait hâte que Sarkozy parte et qu'on remplace par un gouvernement de gauche. Et puis effectivement, en 2015, j'ai quitté le PS parce que je ne me reconnaissais plus dans ce qui était fait par Manuel Valls notamment et la politique qui était menée. Quand en 2022, je décide de réadhérer à un parti politique, j'ai la politique localement sans parti politique. À ce moment-là, je décide d'aller au Parti socialiste. On me dit « mais pourquoi tu vas au Parti socialiste ?» Ils vont faire 1% à la présidentielle. C'est mort, c'est la SFIO, c'est terminé. Et moi, j'ai pensé à cette phrase de ma grand-mère qui disait que c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les meilleures soupes. Et je pense que le Parti socialiste occupait à cette époque, et probablement encore aujourd'hui, terriblement mal le bon espace politique. C'est-à-dire l'espace... c'est par le Parti socialiste que le progrès social est possible. Donc il faut que le Parti socialiste parle avec l'ensemble de la gauche, c'est l'union de la gauche qu'on a réussi à faire. Il faut qu'il soit aussi capable d'arriver au gouvernement pour transformer concrètement la vie des gens. C'est pour ça que j'y suis allé, et j'y suis allé dans un objectif, c'était de refonder ensuite le Parti socialiste. Et c'est ce que je fais par mon travail à l'Assemblée et puis au sein du parti. Alors je lis une question du chat, pourquoi pas faire mouvement avec François Ruffin?
Écoutez, en tout cas, on discute ensemble avec François Ruffin. Ça fait, bien sûr, ça nous arrive de se voir. Je me reconnais dans beaucoup de ses combats et il a beaucoup soutenu ce que j'ai fait sur l'électricité, l'énergie. Il nous a beaucoup soutenu. Voilà, mais après, on fait mouvement commun avec tout le reste de la gauche, d'ailleurs, avec d'autres personnalités. Le NFP, c'est ce que ou c'est autre chose? Non, la gauche, de manière générale, elle vit. On est alliés les uns et les autres, on discute les uns et les autres. Et François est une figure très importante. Et évidemment, il a une circonscription qui ressemble beaucoup à la mienne. Ouais. Donc, je me reconnais dans beaucoup de ses combats. Et je crois qu'il a beaucoup soutenu aussi ce que j'ai fait à l'Assemblée. EDF, le combat sur les familles monoparentales, de cette France un peu oubliée, cette France populaire, les combats des Gilets jaunes, en vérité, que lui, avec évidemment sa notoriété qui n'est pas la mienne. Il faut le dire. Pardon ? Mouvement que vous avez Oui, soutenu. que j'ai soutenu, bien sûr. Voilà. Et moi, pendant la campagne des législatives, j'aurais aimé que Jean-Luc Mélenchon, à l'époque, les Insoumis lui laissent davantage de place dans la campagne, car c'est quelqu'un qui parle à toute une partie de la France, et il parle en tout cas à la France dont je suis l'élu. Hugo, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, il y a eu plusieurs questions dans le chat sur l'avenir. Il y a une question simple. Philippe Brun, est-ce que vous êtes candidat pour devenir premier secrétaire du PS? Non, pas pour l'instant. Enfin, Pas pour l'instant, mais c'est une hypothèse. Écoutez, j'ai 32 ans, donc 33. Pardon. C'était il y a 2 semaines l'anniversaire. Ah, Il y a super. 2 semaines, j'ai pas encore mis à jour. Super. Voilà. Mais c'est pas le moment de vous dire ça. Voilà. Donc, vous savez, au PS, il y a le congrès qui peut-être aura lieu l'année prochaine. On ne sait pas encore quand il aura lieu. À ce moment-là, il y aura des textes qui seront déposés. Avec des amis, nous travaillons à déposer un texte pour les contributions. C'est le début. Après, les contributions fusionnent ensemble. Ça fait des textes d'orientation. Ouais. Et après, parmi les 2 textes d'orientation arrivés en tête, les 2 peuvent se présenter pour être premier secrétaire. Donc on en est très long aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille la contribution. Après, on verra. Ah, mais le logiciel a l'air bien, voilà. bien ancré Vous êtes dans... plutôt dans votre fort, Delga ou Glucksmann? Mais moi, je suis Hugo Perchoir. Voilà. Homme de Pas goût. mal, pas Homme mal. de goût. Voilà. Pas mal, ok. Moi, je voudrais qu'on... On n'a pas eu de réponse à cette question. hein. Non, bah évidemment, on n'en aura pas, je pense pas. Pour avancer justement et pour rester quand même dans le budget, je voudrais qu'on parle aussi des choses un peu plus concrètes. On parle maintenant du budget de la sécurité sociale qui est rentré en discussion là depuis lundi. Taxe sur le sucre, soda, bonbons, friandises, vous en pensez quoi ? Alors, on a la ministre de la Santé qui dit c'est pourquoi pas, c'est une bonne chose. La ministre de l'Agriculture, alors Madame Darrieussecq, et la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, qui dit non, horrible, ça va encore détériorer notre agriculture. Vous en pensez quoi? C'est une bonne ou une mauvaise chose? Oui, alors, le groupe socialiste est favorable à ces taxes. Pourquoi vous êtes embêté là? C'est pas Je une perte un suis- peu de pouvoir d'achat quand même Je vous dis une chose, il faut s'interroger sur ces taxes-là, parce que, vous savez, c'est comme les taxes sur le tabac. Ouais. Il faut lutter contre le tabagisme, mais quand on regarde à la fin, qui ça touche? Les classes les plus populaires, Oui. évidemment. Voilà. Donc, il faut qu'on se pose des questions. Bon, Et pourquoi est-ce que- c'est si difficile Non, mais- de taper les entreprises qui produisent ça? tapons les entreprises plutôt que les gens. Enfin, moi, c'est plutôt Oui, mais ça pourquoi ce que c'est j'ai si envie de défendre. compliqué? Bah oui. Donc, bon, moi, je ne suis pas certain qu'on soit obligé de tomber dans le panneau du gouvernement sur ce sujet. Bon, de toute façon, pour l'instant, la taxe sur le sucre, on verra bien si elle est adoptée ou pas. Et vous, votre position, c'est quoi alors? Moi, je suis favorable à ce qu'on ait des produits moins sucrés. Enfin, aujourd'hui, on pourrit la santé des gens avec Ouais. des produits qui sont trop sucrés. Est-ce que c'est la taxe la solution Oui, ou est-ce que c'est pas une réglementation, tout simplement? Des autorisations de mise sur le marché d'un certain nombre de produits. Il y a, vous savez, un contrôle sanitaire. La DGCCRF, la concurrence, la répression des fraudes, on pourrait tout à fait dire, voilà, on ne peut pas avoir un taux de sucre de temps plus supérieur à temps, etc., pour la santé des gens. Et une Donc une obligation. taxe, parce qu'à la fin, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, moi, je veux dire, je vous le donne en mille, je ne pense pas que les Kinder vont être moins sucrés. En revanche, le prix des Kinder va augmenter. Voilà. Je ne pense pas que le Coca sera moins sucré. En revanche, le prix du Coca va augmenter. Donc regardons les choses en face et portons plutôt l'idée d'une régulation. Si j'étais pragmatique de droite, je vous répondrais oui, mais il n'y aurait pas d'argent qui rentrerait dans les caisses. Mais ça rapporte. Oui, en fait, soit c'est une taxe pour la santé des gens, soit c'est pour faire de l'impôt. On va Faut pas le être dire tout de suite. hypocrite, c'est pour faire rentrer de l'argent. Bah oui. Non, Aussi, parce que, mais aussi, l'argument, c'est de dire c'est pour qu'il y ait moins de boissons sucrées. Oui, il y a un moins argument de santé publique. Un argument de santé publique. Donc si le but c'est ça, c'est que la taxe doit rapporter 0 à la fin et que les comportements s'adaptent. Donc il y a 2 types de taxes. Il y a la taxe incitative et puis il y a la taxe qui est censée rapporter de l'argent. Moi je préfère qu'on mette des impôts qui sont là pour couvrir des dépenses. Et le grand problème c'est que depuis des années, on fait des baisses d'impôts ou pour inciter et pas pour mais couvrir quand des dépenses. on voit par exemple le Nutri-Score, il n'est pas obligatoire et du coup Oui. je sais plus quelle entreprise a vu ses calculs baisser et passer de B à C ou D. Du coup ils ont dit ah bah, c'est comme ça, bah, on retire le Nutri-Score. Est-ce que une généralisation d'une obligation du Nutri-Score pourrait être une solution? Est-ce que tu regardes le Nutri-Score quand tu vas acheter Oui. des trucs?
Moi, je suis diabétique, donc oui, je suis obligé de compter mes glucides. Philippe donc Brun, oui. est-ce que vous regardez le Nutri-Score quand vous allez au supermarché? Mais après, vous êtes plutôt, pas bourgeois, mais vous êtes plutôt une classe aisée, vous avez moins à regarder aussi le Nutri-Score, quoi. Alors, moi, je regarde le Nutri-Score. rien dit. Je vais au supermarché, à Louviers. Voilà, je pousse mon caddie, les gens me voient le week-end. Voilà. Et je fais attention à ce que j'achète, comme tout le monde. Voilà, c'est vrai que les députés, on est correctement rémunérés. Les députés socialistes, on donne quand même 1 000 € par mois à notre parti. Voilà, et on redistribue beaucoup. Moi, je me paye autant que ce que j'étais payé comme juge avant. Donc, j'ai le salaire d'un juge. Je fais mes courses comme tout le monde et je fais attention à ce que j'achète comme tout le monde. Et oui, je crois qu'il faut rendre obligatoire le Nutri-Score. Alors, autre idée aussi, c'était celle des 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Vous en pensez quoi? C'est Guillaume Casparian qui nous a annoncé ça dimanche soir dans le Figaro. C'est une bonne ou une mauvaise idée? C'est une très mauvaise idée. Aujourd'hui, 2 tiers des salariés du privé sont couverts pour les jours de carence. Et quand on regarde la réalité de l'absentéisme, elle est très différente selon les fonctions publiques. Par exemple, la fonction publique d'État, il y a moins de jours d'absentéisme que dans le privé. Donc l'État, par exemple, les enseignants, les policiers, les gendarmes, les préfectures, l'absence est inférieure à celle du privé. Absolument. Là, on est devant, c'est la fonction publique hospitalière, comme par hasard. Les métiers les plus pénibles, et la fonction publique territoriale. Pourquoi? Parce que la fonction publique territoriale, c'est des catégories C, c'est les premières catégories, vous savez, de la fonction publique. C'est les métiers des boueurs, reapers, jardiniers, les personnels des collèges, vous savez, qui font le ménage, et donc qui ont des maladies professionnelles, donc qui ont de l'absentéisme. Moi, je regrette que Guillaume Casbarian ait décidé de jeter les fonctionnaires en pâture. Et puis surtout, cette tendance permanente à vouloir faire des économies sur le dos des plus faibles, parce que c'est sur le dos des plus faibles. Le jour de carence, si vous voulez, pour un haut fonctionnaire, c'est rien. Ils s'en fichent, bien sûr. Le jour de carence, quand on est catégorisé. Je voudrais quand même rappeler une chose, dans la fonction publique territoriale, le salaire moyen, il tourne à peu près autour du SMIC. Donc c'est des gens qui sont des ouvriers, en vérité, mais de la fonction publique, et qui font des métiers très difficiles. Et c'est eux qu'on va taper, qui, quand ils vont être malades, que déjà ils touchent que 1 500 € par mois, ou 1 400 € par mois, on va leur enlever 3 jours. Mais pardon, je me fais un peu l'avocat du diable, mais quand vous regardez son calcul, qui est, avec ces 3 jours de carence, on peut gagner donc 300 millions d'euros, et puis avec le 90% remboursé, donc l'indemnisation, mettre l'indemnisation à 90% au lieu de 100% sur le temps d'indemnisation pour un congé, pour un arrêt maladie normal, de maladie ordinaire, ça pourrait permettre de rapporter 900 millions. Ça fait 1,2 milliard. Mais c'est sûr, quand vous tapez les pauvres sont plus nombreux que les riches. Donc c'est sûr que ça rapporte de l'argent. Je ne dis pas que ça ne rapporte pas d'argent. Maintenant, il faut regarder la justice. Quel est le problème aujourd'hui? Pourquoi on a un aussi gros trou dans les finances publiques? Il faut se poser la question. Ce n'est pas seulement une faute de gestion de Bruno Le Maire, c'est un problème de croissance. Ah, pourtant, vous défendez la commission d'enquête sur... Oui, voilà. Alors, c'est pas du tout de la faute de Bruno Le Maire? Si, c'est de sa faute, parce qu'il nous a caché la réalité. Mais pourquoi? Parce qu'on a une croissance qui n'est pas suffisante. Et surtout que la demande n'est pas suffisante. Et pourquoi la demande n'est pas assez suffisante? Parce que les salaires sont trop faibles et que les gens n'ont pas d'argent. Moi, j'en suis rendu compte, je savais ce qui allait se passer. J'allais dans le bureau de Thomas Cazenave en août 2023. C'était Christine Pires-Beaune, Mickaël Boulou et d'autres députés socialistes. Et on regardait, vous savez, tous les mois, vous pouvez regarder sur le site du ministère du Budget la situation mensuelle du budget de l'État. C'est comme un relevé de compte où vous voyez chaque mois comment évoluent les recettes. Et en août 2023, la TVA, ça faisait comme ça, par rapport, donc juillet, août, par rapport à l'année d'avant. Et à l'époque, je dis à Thomas Cazenave, là, il y a un problème, il y a un phénomène de déconsommation. C'est-à-dire que les gens n'achètent plus rien parce qu'ils n'ont pas d'argent, en fait. Et donc, les prix peuvent prendre 14%, prix alimentaire 18% l'année dernière. Ça ne changera rien, en fait. Ça n'augmentera pas le chiffre d'affaires des entreprises, ça va baisser. C'est ça qui s'est passé. Donc, gardons quand même à l'esprit qu'on va casser la croissance. Et l'OFCE a fait une étude sur le budget du gouvernement et a dit que le budget du gouvernement, s'il était adopté, il diviserait la croissance française par 2. Ça veut dire encore plus de déficit l'année prochaine, du déficit pour notre régime de retraite, pour l'assurance chômage, et ça veut dire encore plus de création de chômage, d'emplois détruits et de difficultés pour les Françaises et les Français. On vient d'apprendre, ça vient de tomber, on était en train de le diffuser avant de lancer les J-Stream, l'article 6 du PLFSS vient d'être rejeté, enfin les amendements de suppression viennent d'être rejetés, d'être adoptés, pardon, on rappelle, c'était sur l'exonération de cotisation, c'était pour 4 milliards d'économies, du coup qui sont sucrées. Réaction à cette suppression de l'article 6 du PLFSS? Moi, je pense qu'on ne sortira pas de la crise politique sans un accord politique. C'est-à-dire que là, on voit bien, il n'y a plus personne de la majorité. C'est-à-dire qu'il n'y a que des députés d'opposition, y compris des députés de la majorité. Et donc, ça va être cette situation où cette proposition du gouvernement que nous partageons, nous avons voté contre les amendements de suppression, nous avons voté pour la mesure.
Oui, c'est même des anciens ministres qui ont voté pour la suppression. Donc elle n'a pas de majorité. Donc la difficulté, c'est qu'on s'y est pris à l'envers. Aujourd'hui, on n'a pas de majorité pour personne à l'Assemblée. La gauche légèrement en tête, les autres un peu derrière. Il fallait faire une coalition. Moi, j'ai proposé ça à l'époque. On était quelques-uns, on n'était pas très nombreux à proposer ça. Tant notre pays n'y est pas habitué. Oui, vous avez refusé d'entrer au gouvernement. Et Mais justement, la coalition, c'est pas ça. La coalition, c'est la négociation. Regardez, est-ce que c'est normal d'arriver à un budget comme ça et il n'y a rien qui a été négocié, discuté avant avec les forces politiques? Du coup, c'est la foire dans l'hémicycle. C'est-à-dire qu'en fait, vous envoyez une pièce en l'air, d'accord, et vous ne savez pas ce qui va arriver à la fin. Et le gouvernement, il a juste envoyé une pièce en l'air en attendant que ça retombe. Je vous coupe tout de suite, non mais parce que justement c'est pour compléter vos propos. Il y a une question du chat. Avez-vous des négociations avec le MoDem, Lyot et EPR? Est-ce que c'est aussi dans cette idée-là, encore une fois, de coalition, de parler avec tout le monde? Vous auriez pu, ou vous êtes en train de parler avec ces gens-là? Alors c'est Théophile 29, c'est ça? Exactement. Alors, voilà, donc l'accord de non-censure, c'est un mot que j'ai inventé. On est plusieurs à avoir dit, mais j'avais fait une tribune dans Le Monde pour proposer ça. Ouais. Je disais en fait la solution pour sortir le pays de l'ornière, c'est un gouvernement de la gauche avec un accord de non-censure avec le centre. On ne va pas mettre Gabriel Attal au même gouvernement que Sandrine Rousseau. Bon, c'est pas possible. Mais en revanche, on peut laisser la gauche gouverner. Et la gauche discute avec évidemment le centre pour ne pas se faire renverser immédiatement. Un certain nombre de concessions qu'il y ait une sur sorte le de budget, continuité. sur le respect, la trajectoire de réduction du déficit, avec évidemment des bougées sur l'ISF, sur les retraites, etc. Enfin, faut discuter de tout ça. En tout cas, il fallait essayer de discuter. Peut-être que la discussion n'aurait rien donné en vérité. Peut-être que tout le monde était fermé. Et donc, c'est le chaos et l'élection à nouveau dans un an. Mais vous regrettez qu'on n'ait pas tenté? Il fallait essayer de le faire. Je veux dire, on va dans une réunion, on est entre gens civilisés. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord ou pas d'accord pour sortir le pays de l'ornière? On aurait dû au moins essayer de le faire cet été. C'est qui a mis les freins? C'est exactement ce que j'avais demandé. Et en réalité, tout le monde a mis les freins. C'est-à-dire qu'il y a eu la fameuse phrase de Jean-Luc Mélenchon, tout le monde en a reparlé, du dimanche soir du 7 juillet, qui ne nous a pas aidés. Ensuite, il y a eu... C'était le programme, rien que le programme. Voilà, juste le programme, il y a eu ensuite une intransigeance incroyable du côté du bloc présidentiel, où Darmanin dit « je censurais tout gouvernement qu'il y aurait un ministre écologiste ». Ouais. Les écologistes dans tous les gouvernements d'Europe. Un ministre écologiste, je censurais immédiatement. Donc, il n'y a aucune possibilité de discussion. Pas un ministre insoumis? Les deux. Il avait même dit écologiste. D'abord insoumis, insoumis, ça a beaucoup de gens insoumis, dit. ouais. Fameux écolo-terroriste. Et écologiste aussi. Donc, Ah oui, c'est vrai. À la fin, c'était qui? Et puis même, il allait supprimer la moitié du Parti socialiste. Donc là, on voyait que c'était compliqué. Laurent Wauquiez, qui à l'époque fait une conférence de presse en disant « nous, on a une ligne rouge, c'est aucune augmentation d'impôts ». Et on voit le résultat. Bon. Oui. Bon, donc en fait, tout ça, comme chacun mettait ses lignes rouges et enfin était refusé de discuter, c'était impossible. Donc ça a donné cette image terrible aujourd'hui pour la vie politique française, où les gens ont l'impression qu'on se renvoyait la balle en permanence dans un jeu de rôle. Et on arrive à la situation dans laquelle on est aujourd'hui, où moi je pense qu'il est probable que le gouvernement soit censuré sur son 49.3. Ah bah. Et l'accord de non-censure, finalement, il s'est fait avec le RN, en fait. Exactement. Et Sacha, excellent. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, c'est dit. En tout cas, et c'est assez il n'est lucide. même pas signé. Donc en fait, on ne sait pas. Et la vérité, c'est qu'il est probable que le RN censure quand même. Juste rapide. Alors, très très rapide, parce qu'on n'a plus de temps. Moi, c'est une question qui peut paraître ridicule, mais qui a un vrai sujet. Vous relayez souvent sur vos réseaux sociaux vos petits pas de danse lors des repas avec les anciens, etc. Vous savez que je les apprécie énormément. C'est son obsession. C'est mon obsession. Mais alors, on est-ce fait très vite. Non, mais très vite. Mais est-ce que c'est aussi une stratégie pour vous montrer proche de vos électeurs? Mais attends, ce pas de danse, c'est le Madison, il faut le dire. Oui. Alors, est-ce que c'est une stratégie? Non. Alors, en fait, c'est pas moi qui gère. C'est surtout vous dansez très très bien le Oui. Madison. Le petit Enfin, saut, je veux dire, saut du Madison. C'est juste ça qu'il faut expliquer, en fait. C'est alors, pas moi. très vite. Alors, je vais expliquer. Donc tous les week-ends, je fais plein de choses. Donc, je fais 12 à 13 événements par week-end dans ma circonscription où je discute avec les gens. Voilà. Et mon équipe s'est mis à effectivement mettre des Madison sur Instagram pour montrer aussi ce qu'on faisait dans la vie, quoi, en fait. Voilà, on faisait pas que... Le Madison, ça me fait penser évidemment aux États-Unis. Très court. Mais le lien a été tout trouvé, merci infiniment Hugo. Comment vous regardez les élections de l'autre côté de l'Atlantique? Je vous explique, évidemment, on va se mettre en semaine spéciale, évidemment, ici à LCP. Ça nous intéresse Très évidemment. bon documentaire tous les soirs sur LCP, bien sûr. Ce qui se passe là-bas. Vous, comment vous regardez ces élections? C'est très intéressant parce qu'il se pose aux États-Unis la même question que celle qui se pose en France. C'est essayer de retrouver les classes populaires et les classes moyennes qui votent aujourd'hui massivement pour Donald Trump. Et je trouve que Kamala Harris a elle aussi développé ce que j'appelle la ligne populaire. Elle a choisi un colistier qui n'est pas un colistier habituel pour un démocrate. Normalement, évidemment. On l'aurait imaginé prendre plutôt quelqu'un proche du milieu new-yorkais, proche de Wall Street.
Et c'est plutôt, Là, on est sur le plutôt Midwest. pro-israélien pour compenser un certain nombre de choses. Et on pensait tous que ce serait Shapiro, le Ouais. gouverneur de Pennsylvanie. Et puis en fait, non, elle prend Tim Walz, le mec qui fait la chasse, qui fait la pêche, Du Midwest. qui est le coach, etc. Ouais. du Midwest, et avec un discours très universaliste où elle prend des distances avec. Donc vous y croyez, ça peut marcher? Je sais Allez, pas on si fait elle le y pari arrivera. maintenant. Je sais Elle- pas si elle elle y gagne ou arrivera. J'espère qu'elle gagnera. Ok. Voilà, mais moi je suis très mauvais en pronostic politique. Bon, très bien. Je suis vraiment nul. Voilà, donc Passé. voilà, il y a En d'autres tout choses cas, que je fais bien en Un politique. prono mais- sur le budget 49.3 ou pas du coup? Non, je suis pas de pronostic, je suis Pas de vraiment nul. pronostic, on Voilà. s'arrête là. Merci beaucoup, Merci Philippe à Brun, vous. c'était super, Merci. beaucoup trop Merci. court, évidemment, on Et fera ça. à bientôt dans Boris et Prochain. Philippe. Et évidemment, il faut relancer Boris et Philippe et on viendra vous voir si vous le relancez. Ok? Merci à vous. Eh ben merci beaucoup, on vous À laisse bientôt. libérer Au la revoir, place. au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Philippe Brun, à bientôt. Voilà. Et on accueille tout de suite Véronique Louvagie. Bonjour. Bonjour. Bonjour, installez-vous. Applaudissements. Ouais, c'est ça. Wouh. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. C'est un format que vous connaissez un peu, Twitch, tout ça? Pas Vous êtes vraiment. déjà Pas venu trop. chez moi. Vous êtes déjà venu oui, chez moi. oui, Ah, bah dans une autre configuration. Voilà. Très bon, super. Discussion en direct, Très bien. évidemment, et puis avec surtout tous nos... Alors, on m'a répondu tout à l'heure dans le chat, je ne l'ai pas dit, mais viewers. les viewers, évidemment, Les avec viewers. tous Ah, nos mais oui. viewers. Chez moi, on les C'est appelle les vraiment perchés. Ah, alors les Ma commune, c'est les perchés, perchés. les valériens, Les becs-zouzes, pourquoi bien pas. Voilà, en tout cas, des internautes qui nous suivent en direct et qui vont Très bien. pouvoir vous poser plein de questions. Et je suis là pour ça. Vous êtes député de la droite républicaine de l'Orne. Et du coup, je fais le lien avec la dernière question que je viens de poser à Philippe Brun. Droite républicaine, c'est un peu comme les républicains aux États-Unis? C'est la même chose? Si vous étiez américaine, vous voteriez Trump? Je me retrouve pas vraiment chez Trump, mais je pense qu'on peut pas comparer tout à fait les États-Unis et la France. Je pense qu'on a une diversité, et d'ailleurs on le voit aujourd'hui dans le nombre de groupes parlementaires ici à l'Assemblée nationale, qui est complètement différent de ce qui se passe aux États-Unis. Et pour le coup, je m'en réjouis qu'on ait cette diversité, parce que on peut pas forcément se retrouver centré comme ça sur quelques idées. Enfin, tout est pas. Enfin, on peut pas dire que tout est blanc et tout est noir, quoi. Voilà, je pense qu'il y a des pistes au milieu. Tiens, dans le chat, ça dit la droite républicaine, c'est pas Ciotti plutôt, je suis paumé avec. C'est vrai que moi, dans mon chat, c'est vrai quand je mettais que- DR, on fait attends, DR, c'est Ciotti, c'est Vox, c'est qui? C'est vrai que c'est compliqué. Pourquoi vous êtes passé de DR, enfin de LR à DR? Pourquoi ce changement? Vous savez, vous avez suivi ça. On a eu quand même, je dirais, l'épopée Éric Ciotti. L'épopée Ciotti. Je le dis comme ça. Quelques jours après la dissolution de l'Assemblée nationale, qui nous a fait le plaisir à 13h au Vous étiez pas au JT-TF1 courant, de nous. évidemment. Non, on a eu quelques alertes sur des boucles dans la demi-heure qui précédait, mais je n'y croyais à peine, quoi. Et pour moi, ça a été un coup, parce que je vais vous dire, le dimanche soir où il y a eu la dissolution de l'Assemblée nationale, j'étais à l'étranger, je partais en vacances pour fêter les 70 Mauvais ans timing. les 70 ans de mon mari. On avait un petit voyage, donc je suis rentrée le lundi. J'ai quitté le pays le lundi, je suis rentrée le mardi matin. Alors déjà, c'était j'ai laissé mon mari là-bas. Et le mardi à 13h, Éric Ciotti qui nous annonce qu'il rejoignait le Rassemblement national. Voilà. Et vous Donc, avez fait on la ne même pouvait chose. pas. S'enferment dans les bureaux et maintenant. Voilà, s'enferment dans maintenant. les bureaux. Donc on ne pouvait pas rester les Républicains, quoi. Hein, voilà, c'était un peu compliqué. C'est une C'était réponse connoté du berger comme à la ça. bergère. Voilà, on va le dire Ouais. comme ça. Et puis je trouve que la droite républicaine, voilà, ça Et a c'est pas du aussi une sens. volonté de Laurent Wauquiez de mettre le cheval pour 2027? Mais comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait plus très bien les Républicains qui est-ce, quoi. Hein. Donc Bah, je pense c'est que ça. donner un nom autre, la droite républicaine, bon, ça Oui, mais le permet de parti dire on est s'appelle toujours différent. LR. Oui, parce que jusqu'à maintenant, Éric Ciotti était resté président quand même du parti. Hein, voilà. Donc là, maintenant, on a une direction collégiale qui a été établie. Et puis, voilà. Ça tout rappelle la bonne époque du Les triumvirat. relations sont bonnes avec Éric Ciotti au Parlement ou... Mais écoutez, je l'ai vu aujourd'hui. Moi, il n'est pas très loin de moi dans l'hémicycle, mais je l'ai vu aujourd'hui. Il est venu en commission des finances. Alors, vous êtes la vice-présidente Oui, de la commission voilà. des finances, voilà, il faut le Voilà. préciser. Et donc, je lui ai dit, mais écoute, je ne t'ai jamais vu Qui en es-tu commission des finances depuis qu'on est Bonjour, député. monsieur. Et il m'a dit, non, effectivement, c'est la première fois que je viens en commission des finances. J'ai vu la porte ouverte. J'ai vu la lumière, j'ai vu la lumière, je suis rentrée. Voilà. J'avais Donc, envie. voilà, je l'ai salué parce que bon... Bon, commission des finances, ça nous amène évidemment Attends, à... par contre, Ah, pardon oui, Vous oui. avez ouvert la porte quand même à quelque chose. Oui. Vous dites maintenant qu'on a récupéré, LR pourrait changer de nom? Oui, tout à fait. Je crois que... Ce serait enfin, cohérent. il y a une direction collégiale là, qui a été mise en place et qui a confié à Laurent Wauquiez de préparer un projet. Donc, effectivement, je pense que le changement de nom
peut faire partie du pacte En d'un route nouveau pour projet. 2027. Voilà. Après, par exemple. Mais bon, le nom, c'est l'habillage. Après, ce qui Est-ce que compte, vous ne risquez pas de faire comme le PS qui avait fait un score pas très glorieux en 2017 et qui a fait encore pire en 2022 ? Est-ce que vous craignez pas de faire 2% en 2027 ? Non. Je pense que là, finalement, nous avons la chance, je le dis comme ça, d'avoir Michel Barnier. Nous avons la chance de pouvoir mettre en action un certain nombre d'orientations. Parce que finalement, c'est de ça. C'est un hold-up quand même. Aussi peu de députés depuis on ne sait pas combien de temps à l'Assemblée, un Premier ministre LR. Oui, mais on peut le voir de l'autre côté, parce que finalement, on a pris la place de personne quand même. Oui, bien sûr. On a pris la place de personne. Et on a eu le courage, et on a pris nos responsabilités pour y aller, pour justement conduire les politiques que l'on porte. Et finalement, je pense que c'est comme ça qu'on va se reconstruire. Parce qu'effectivement, vous soulignez qu'on avait des pourcentages quand même qui n'étaient pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer. Et si nous arrivons à porter nos politiques, à les mettre en avant, parce que c'est ça le courage politique, c'est au-delà d'avoir des propositions, c'est d'agir. Il y a une question du chat, je vais la retrouver. Est-ce que vous soutenez la candidature de Laurent Wauquiez en 2027 ? Wauquiez. Écoutez, nous verrons. Il fait partie des personnes qui... il l'a déjà dit d'ailleurs, mais il aura l'occasion de le redire. Il faut attendre évidemment un petit peu de voir comment le paysage politique va s'établir. C'est oui ou c'est non, pardon, madame on verra. Il est une personne qui a tout à fait, je dirais, le profil pour être candidat. Sauf s'il se fait mettre en examen pour les frais de campagne, les frais de bouche. Je crois que c'était une remarque dans le chat intéressante. C'est pas négligeable en vrai, parce que vous êtes un parti qui prônait l'austérité, la baisse des dépenses publiques et 5 000 € de frais de bouche. Et on a Laurent Wauquiez qui se fait des dîners à 1 300 € avec Michel Houellebecq. Enfin, vous comprenez que ça vous comprenez qu'en termes de responsabilité et tout ça, il y a un sujet quand même. Non mais je partage, vous avez raison, il faut être exemplaire. On a, je dirais, ce devoir d'être exemplaire. Bon, après, il y a des dérapages, je crois qu'il l'a constaté, il s'est exprimé là-dessus, et je crois qu'il faut éviter qu'il y en ait. Et on se doit d'être exemplaire, c'est vrai. Et on a une autre question du chat, David Lisnard. Est-ce qu'il incarne l'avenir pour vous ? Alors, David a l'avantage d'être, je dirais, d'avoir les mains dans le cambouis. Parce que quand on est maire d'une commune, on a les mains dans le cambouis. On agit, je dirais, sur un certain nombre de politiques. Certes, qui sont de la compétence de la commune, mais on s'aperçoit qu'aujourd'hui, la commune, on a un enchevêtrement d'un certain nombre de compétences qui fait que la commune, elle agit sur tous les sujets. Elle agit sur le social, sur la proximité, sur les infrastructures, sur la mobilité, sur le logement, sur l'habitat, enfin, voilà. Et il est au contact, finalement, de ces difficultés. Voilà. Et donc, il a cette vision, et il fait partie aussi de ces personnalités qui peuvent peser dans l'avenir. Et moi, j'avais une petite question sur l'économie et sur la crise climatique qu'on est en train de vivre. On a vu en Espagne, il y a eu plus de 72 morts. À Valence. À Valence, et il y a eu encore en France récemment, etc. Inondations, bien sûr. Et une des réponses qui nous est souvent donnée, c'est oui, mais l'économie, en réponse à il faut un changement de cap pour justement, là, on se dirige vers 4 degrés, je crois, alors qu'actuellement, on n'est qu'à 1,2 et on voit déjà la crise qu'il y a. Vous, qui êtes spécialiste du budget, qu'est-ce que vous répondez à cette opposition sur il y a les entreprises qu'il faut payer, etc., enfin, les salariés, la crise sociale face à la crise climatique? Comment trouvez-vous, en tant que femme de droite, cet équilibre? À gauche, ils ont une solution, donc décroissance, mais dès qu'on parle décroissance, à droite, c'est ah mon Dieu, les chars rouges sur Paris. Vous, en tant que femme de droite, ce serait quoi votre solution? Je pense qu'on a, au niveau de l'économie, il faut prendre en compte ce qui se passe au niveau européen, parce qu'on est dans une compétition européenne et même internationale. Donc il ne faut pas ignorer cette compétition. Et il faut accompagner nos entreprises et qu'elles soient attractives et compétitives, parce que sinon, effectivement, on assiste, comme on a assisté ces dernières années, d'ailleurs, à une désindustrialisation. Et derrière, ce sont des pertes d'emplois. Et l'emploi, c'est quand même l'élément essentiel pour les citoyens, parce que ça leur permet, je dirais, d'être bien. Enfin, on ne peut pas socialement être bien dans un pays si vous n'avez pas d'emploi. C'est aussi une intégration, c'est aussi être au sein d'un collectif, etc. Voilà. Donc, il faut derrière. Alors vous avez raison, on a des enjeux climatiques qui sont forts. Voilà. Donc il faut réfléchir pour ces enjeux climatiques. Vous avez à la fois la prévention, tout ce qui peut être fait pour diminuer effectivement les effets, et après, il faut aussi maintenant parler
de la manière dont on participe au financement de ces conséquences, parce qu'on ne peut pas laisser à la fois les entreprises, les ménages, les personnes seules. Et nous avons d'ailleurs en commission des finances ce matin évoqué ce sujet en évoquant le fonds Barnier, qui a été un fonds qui avait été créé pour les les inondations. Voilà. Et on a une réflexion à avoir sur la création de fonds, parce que les assurances n'interviennent pas à la hauteur de ce que l'on peut, mais il faut peut-être aussi travailler avec les assurances pour aider les personnes, en tout cas, à pouvoir financièrement agir après, et reconstruire, rénover, en tout cas avoir sur ces impacts. Un des membres du chat, ça sert à quoi, qui réagit donc à vos propos, ça sert à quoi d'être compétitif quand on se dirige vers un scénario à plus 4 degrés? Vous avez... le chat, c'était la question d'Hugo, il faut suivre. Hein. Il faut... Info. C'est comme à l'Assemblée. Donc à Hugo, ça permet aussi vous êtes quand même obligé d'être compétitif, parce que si vous ne l'êtes pas, et c'est un sujet qu'on aborde en termes aussi de poids d'impôt, de taux d'impôt, de taux des prélèvements, des cotisations, des taxes, toutes nos entreprises vont quitter le pays, et si toutes nos entreprises quittent le pays, vous n'avez plus d'emploi. Donc, si les personnes n'ont plus d'emploi, vous n'avez plus de richesse. Si vous n'avez plus de richesse, vous ne pouvez plus financer un certain nombre de services publics, qui est la santé, l'éducation nationale. Parce que moi, j'entends ce que vous dites et je suis plutôt d'accord, mais c'est bien. Non, mais dans le sens où comme quoi tout arrive. Voilà, tout arrive. Non, mais je veux dire que c'est un vrai sujet. Évidemment qu'il y a des gens qui ont peur de perdre leur emploi, etc. Mais dans le même temps, si on ne fait pas un changement radical qui engendrera ça, on va se prendre un mur, et c'est pas vous faire offense, mais c'est plutôt nous qui vont subir le mur dans 20, 30, 50 ans plutôt que vous. Oui, parce que ce que vous proposez pour l'instant, c'est plutôt des solutions d'urgence. La création de fonds, tout ça, c'est des solutions d'urgence pour des personnes qui ont déjà vécu des catastrophes naturelles. Quel changement, en fait, vous proposez? Et ça intègre les réflexions sur le budget, pour le coup, sur tous ces enjeux climatiques. Vous avez raison, le fonds, c'est pour apporter une réponse après, je dirais, la catastrophe, entre guillemets. Mais en revanche, ce qu'il faut faire, c'est essayer de faire en sorte qu'il y ait le moins de catastrophes possible. Donc là, il faut aider les entreprises à se transformer, et il faut aider aussi les ménages et les entreprises à intervenir en matière de rénovation thermique, parce qu'on a le résidentiel, aujourd'hui, qui participe de manière importante au réchauffement climatique. Et là, c'est vrai qu'il y a eu des tas de dispositifs, je crois que c'est vous qui évoquiez MaPrimeRénov', mais qui n'ont pas produit les effets qu'on souhaitait, parce que finalement, il y a eu très peu de rénovation globale. Alors, il y a eu des constats partout qui ont été faits sur ce sujet. On va revenir vraiment sur le budget, parce que c'est un peu votre domaine, hein, quand même, c'est un peu votre truc. Non, mais je suis expert comptable dans la vie de tous les jours. Exactement, c'était votre métier à la base. Et vous saviez que lors d'un précédent examen en 2022, la majorité de l'époque vous surnommait le groupe LR, le groupe LV, vous saviez ça? Oui. Pour Véronique Louwagie, parce que vous étiez la seule à défendre... C'est vrai que vous étiez seule. Mais le groupe l'appelait le groupe LV. LR à être présente. Et oui, j'ai effectivement été quelquefois en séance, en le disant quelquefois, un certain nombre de fois, seule. Et donc, on m'avait appelé le groupe LV ou le groupe VL. Ou VL, oui, bien sûr. On me taquinait avec ça, mes collègues me taquinaient avec ça. Mais je ne leur en veux pas. Au-delà de la plaisanterie, vous avez dit que vous étiez favorable au 49.3 en cas de matraquage fiscal. C'est ce qui est en train de se préparer? C'est ce que vous constatez même là maintenant? Alors, je l'ai dit parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a eu une séance sur le budget, sur la partie recettes en commission des finances, où un certain nombre d'amendements ont été adoptés, et le texte a été rejeté en commission des finances, c'est-à-dire que la majorité des députés a voté contre ce texte. Voilà. Donc finalement, tout ce que nous avons fait pendant une semaine, nous sommes revenus à la case départ au projet de loi initial. Là, j'ai le sentiment qu'en séance, on est en train de se diriger vers une situation équivalente. Voilà, bon, là, on est à l'examen de la moitié, il reste une moitié. Ce qui veut dire que si nous rejetons le texte en séance, si nous votons contre à la majorité, le texte va partir au Sénat dans la version initiale, c'est-à-dire la version qui a été présentée en Conseil des ministres. C'est-à-dire que tout ce que nous avons fait est nul et non avenu. Donc il y a un côté un peu à la fois démobilisateur. Et puis au bout d'un moment, vous dites, bon là on y passe beaucoup de temps, on termine tous les soirs à minuit, 1h, Voilà, donc moi je me dis à un moment donné, oui, le 49.3, quoi, ça n'est pas la peine qu'on s'épuise. Bon, en revanche, j'ai le sentiment
parce qu'il y a c'est un deux sentiment choses. qui est partagé. Il y a le que le Premier 49.3 ministre et il y ne a le veuille- matraquage fiscal. Pour vous, c'est du matraquage fiscal, tout ce qui a été Quand vous décidé arrivez là, je pense qu'on est à 40 milliards d'euros C'est ça. d'impôts en plus, à la moitié des amendements. Hein. Donc si Ouais. vous considérez l'autre moitié qui Oui, mais- produit la même chose, ça fait 80 milliards d'impôts en plus. Oui, mais la à gauche la vous charge des répondrait que c'est à destination des personnes les plus riches. Donc, quelque part... Oui, alors là, on pourrait faire. Alors, il y en a probablement une majorité, je vais dans leur sens, qui est à destination des plus riches, mais une autre majorité, non. Quand la gauche rétablit la CVAE, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui concerne toutes les entreprises, Donc même les très petits l'artisan, oui, voilà. le commerçant qui n'a même pas un salarié, voilà, et c'est 4 milliards d'euros par an. Enfin, voilà. Et puis on a d'autres taxes qui concernent la transmission, le pacte du trade, ça concerne aussi les très petites entreprises. Oui. Enfin, voilà, il y a des tas de dispositifs. Non, ce sont des impôts qui vont peser sur le monde économique, sur les ménages et les Et entreprises. pourquoi c'est si difficile pour la droite de taxer les plus riches? Alors, Parce qu'on a streamé sur ma chaîne le budget, et c'est vrai que des fois, on a l'impression vraiment que c'est les rouges qui vont débarquer, qu'on va foutre à poil les Arnaud et compagnie. Et c'est Pourquoi c'est si compliqué dingue parce que Michel Barnier lui-même, dans le projet initial de loi, de budget, il est décidé de taxer plus les 200 personnalités les plus riches de France ou C'est les vrai 200 entreprises les plus riches de France. Mhm. D'un côté, la gauche nous dit oh c'est trop de droite, et la droite nous dit effectivement gauche. c'est trop de Un gauche. budget socialiste. C'est un budget Éric socialiste. Ciotti. juste vous dire que si vous avez suivi nos propos, nous sommes effectivement contre les augmentations d'impôts, les créations de nouveaux impôts. En revanche, nous n'étions pas contre ce qu'a proposé Michel Barnier, c'est-à-dire une contribution différentielle sur les hauts revenus et une contribution exceptionnelle sur les bénéfices des entreprises. C'était à peu près 450 entreprises, et sur les hauts revenus, c'était à peu près 24 000 foyers. C'est-à-dire les foyers qui... S'il y a une personne dont le revenu dépasse 250 000 euros, et s'il y a un couple, 500 000 euros. Donc nous n'étions pas défavorables parce que c'était ciblé, donc voilà, sur les plus riches, Et exceptionnel et temporaire. Voilà. Et pourquoi quel est le problème de la temporalité? Pourquoi ne pas instaurer ça de façon pérenne? Alors, C'est quoi le problème pour vous à l'idée que ce soit pérenne? je dirais, ce qui s'est passé dans le passé, avec notamment des impôts comme l'ISF, ont montré que des personnes quittent le territoire français quand vous avez des taux d'imposition qui sont plus C'est importants faible dans comme notre pays. argument, il y en a peu. Ah non, On a non, peu. non, il y a eu des chiffres, des chiffres, je ne les ai pas là en tête, voilà. Non, en revanche, nous, ce que nous disons, alors il faut peut-être établir, au niveau une masse d'impôts, et là faire contribuer, je dirais, les personnes les plus aisées et les entreprises. D'ailleurs, personne ne conteste tellement ça, hein. Même à droite, les entreprises, elles ont plutôt donné leur accord. Et puis ces 24 000 foyers, on les a pas entendus. Enfin, je crois que ça serait malvenu, et personne Manif peut-être devant Bercy, on veut pas être taxé. T'as trois familles qui se battent. voilà. Et donc nous, voilà, on n'est pas opposés à ça. Mais pas de manière pérenne, effectivement, parce que sinon, je pense qu'on va faire fuir effectivement un certain nombre de personnes. Moi, ça ne me gêne pas d'avoir des riches. Moi, ce qui me gêne, c'est d'avoir des personnes... Non, mais moi, je préfère les avoir chez moi que de les avoir en Suisse, en Allemagne, en Belgique, voilà. Mais en revanche, ce qu'il faut, notre combat, c'est d'avoir le moins de pauvres possible. Finalement, c'est ça. Moi, d'avoir des Sauf que le riches, ça ne problème, me c'est qu'on gêne a pas. des riches toujours plus riches et des pauvres encore plus pauvres. Alors, on a, oui, vous avez raison, nous avons aujourd'hui des classes, je dirais, populaires et des classes moyennes qui sont en difficulté. Voilà, il faut qu'on arrive à faire en sorte que aussi les revenus du travail, parce que, voilà, soient plus importants. Voilà. Quand vous avez des cotisations sociales qui sont entre le revenu, le salaire brut et le salaire net qui diminue de 25%, l'impact, oui, voilà, on a encore trop d'impôts et trop de cotisations. Une question là du chat. Pourquoi ne pas taxer les expatriés, comme aux États-Unis? Alors, il y a un dispositif qui existe, qui n'est pas tout à fait ça, qu'on appelle l'exit tax, qui a d'ailleurs été revu un petit peu là, durant l'examen du projet de loi de finances. Mais nous avons en France un certain nombre de conventions fiscales qui existent avec les pays.
alors j'ai plus tout à fait le nombre de pays, mais quelques centaines de pays qui participent donc à ce que les revenus soient tout de même taxés en France. Mais effectivement, on n'a pas un dispositif comme celui des États-Unis. Ça avait fait une Alors- grosse discussion pendant le budget. Justement, tous les Tout à fait. députés des Français de l'étranger s'étaient offusqués de cette proposition. Oui. Alors, on va revenir aussi sur quelques questions qu'on a posées à votre collègue Philippe Brun, mais comme ça nous permet de creuser un petit peu et de mieux comprendre vos différentes positions, notamment sur le budget de la sécurité sociale et cette taxe sur les sucres, sur les bonbons, les friandises, les sodas. Vous êtes pour, vous êtes contre ? Alors, on a un vrai sujet sur l'obésité dont on ne parle pas suffisamment, quoi, hein. Voilà. Donc, il nous faut absolument agir là-dessus. Moi, je suis rapporteure spéciale de la mission santé. Eh oui. Dans la mission santé, il y a un programme qui s'occupe de la prévention, qui traite de la prévention, mais les crédits diminuent d'année en année. Et sur le sujet de la prévention, on a des crédits budgétaires qui sont un peu partout, donc on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Mais c'est une bonne idée ou pas ? pour autant. Est-ce que... Alors, il faut s'occuper de l'obésité. Après, je ne suis pas sûre qu'en mettant une taxe sur le sucre, on va régler les problèmes. On a vu D'accord. qu'on a mis des taxes de manière importante sur le tabac depuis un certain nombre d'années. On a toujours des problèmes. On a mis des taxes sur les alcools et on a un vrai sujet, je dirais, d'alcool. Et D'alcoolisme. notamment au niveau La de consommation On est des sûr, on a la cigarettes même baisse quand réponse même, que hein. Philippe Brun. Alors, C'est ça, C'est la même réponse que Philippe Oui, Brun. mais vous savez, on est normands tous les deux. On est Oui, côte à côte, c'est vrai. d'ailleurs, hein. Moi, je suis dans l'Orne, lui dans l'Eure. Et vous êtes spécialiste du budget aussi. On est, voilà, tout à fait. Et nous nous entendons bien. Voilà, non, mais sur ces sujets-là, je ne suis pas sûre qu'on a réussi à agir par des taxes. Parce que sur le tabac, on nous dit qu'effectivement le tabac a diminué. Mais on mesure très mal l'impact de la fraude et de toutes les cigarettes qui interviennent par un autre réseau que le réseau, je dirais, des buralistes. Et là, on a un vrai sujet. Parce que finalement, plus le tabac coûte cher en France, plus les personnes aussi se dirigent vers d'autres filières. L'Espagne, l'Andorre. Voilà. Donc c'est difficile de mesurer la consommation, quoi. Voilà. Après, qu'il y ait une taxe, qu'on veuille faire du rendement, oui. Mais bon, le sucre, c'est quand même aussi un aliment de base. Il faut peut-être travailler avec les industriels pour qu'ils en mettent moins dans leurs produits. Parce que, en fait, les industriels s'organisent comme ils veulent par rapport à cette situation-là. Si vous allez en Guadeloupe et en Martinique, moi j'y suis allée, vous achetez des yaourts là-bas, ils sont 3 fois plus sucrés qu'en France. Parce qu'effectivement, les industriels fabriquent des yaourts plus sucrés parce que les Guadeloupéens ou les Martiniquais ont une habitude, une appétence sur le sucre plus importante que nous en métropole. Donc vous voyez qu'on peut corriger comme on veut ce sujet. Autre idée aussi pour trouver des sous, hein, toujours ce même... Ouais. Ce même objectif, c'est les jours de carence. 3 jours de carence pour les fonctionnaires. Vous y êtes favorable ? Oui, j'y suis favorable. Je ne vois pas aujourd'hui quelle est la raison d'avoir un nombre de jours de carence différents dans la fonction publique et dans la fonction Alors, privée. je vous apprends Qu'est-ce qui rien. peut Je vous justifier apprends rien. Des métiers plus pénibles. Oui, et puis peut-être. alors, pourquoi je vous vous tirez vers apprends le rien bas en vous disant que dans le privé, vous savez très bien que les conventions collectives Oui. font que la plupart, dans les 2 tiers des entreprises du privé, elles sont remboursées par la convention collective, par des mutuelles. Enfin, il y a tout un système qui permet d'être compenser. protégé, en tout cas. Il y a un tiers des salariés du privé, si j'ai entendu les chiffres, et je crois que personne ne les conteste, qui ne disposent pas Exactement, c'est ce que je vous disais. 2 tiers sont remboursés. de prévoyance qui est Donc, c'est plus pas favorable. Du coup, c'est pas très Voilà. équilibré. Mais après, je pense qu'il faut se rapprocher sur le droit commun. Il y a un droit commun dans le privé, 3 jours de carence et 90% pendant les 3 premiers mois. Je pense que c'est un normal congé que la maladie fonction ordinaire, publique, voilà. la fonction publique doit se rapprocher du privé. D'ailleurs, c'est pourquoi un pas débat que nous l'inverse avions eu au pas moment l'inverse des retraites. Après, on a un sujet. Le nombre de jours d'arrêt de travail a énormément augmenté. 2014, c'était 43 millions de jours. 2022, c'est 77 millions de jours. 77 millions. Est-ce que ça veut pas dire que le Est-ce qu'on travail... va lutter contre les causes de l'absentéisme plutôt que contre l'absentéisme lui-même? Parce que vraiment, là, on parle du coup de l'interview de Guillaume Gasparian dans le Figaro de dimanche. C'est violent. C'est violent, Alors, on remet encore la faute sur la fonction publique. Je pense que l'approche de dire de remettre la faute sur la fonction publique, non, parce que derrière, il faut se poser la question, vous avez raison, des causes de ces augmentations. Et oui. Parce que c'est important, quand vous passez de 43 millions de jours, en même pas 10 ans, à 77 millions, donc il faut s'interroger. Il y a peut-être un pourquoi. vrai mal-être au sein de la fonction publique. Et ce mal-être, en fait, un peu, c'est le chat qui se mord la queue, parce que quand il y a énormément d'absents, c'est l'équivalent aujourd'hui, le nombre de jours, 77 millions de jours d'arrêt maladie, c'est l'équivalent de 300 000 équivalents temps plein.
Donc évidemment, quand vous avez dans un service, et plus le service est petit, plus lorsqu'il manque quelqu'un, ça se reporte sur les autres. Voilà. Après, il faut se poser des questions, et on pense notamment à l'hôpital, on a tous des exemples. Ce sont des métiers difficiles, et je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi combattre la bureaucratie administrative qui pèse sur les agents, où les agents sont écrasés par des tâches indues. Je prends un chef de service infirmier dans un hôpital, il ne fait plus aujourd'hui beaucoup de temps de management de ses équipes. Il est pris par des tâches administratives qui ne correspondent pas à son métier de base. En plus, c'est pas là où il s'épanouit. Il est important de s'épanouir. Dans le chat, il y a une réaction que je trouve, enfin, qu'en tout cas, je voudrais vous soumettre. La fonction publique est la variable d'ajustement. Le point d'indice a été gelé pendant des années, et là, on les attaque sur autre chose. Vous comprenez ? Et que cette colère va probablement monter de plus en plus fort. Moi, je pense que ce qui est important, il faut se rapprocher, je crois, enfin, du droit commun. Moi, l'égalité, et on pourrait l'aborder sur d'autres thèmes, on l'avait abordé sur la question des retraites, par exemple, et encore sur d'autres. Ça me paraît important parce qu'aujourd'hui, les salariés du privé ne comprennent pas cette différence. Et il n'y a pas d'élément aujourd'hui qui nous permet, et en termes d'attractivité, en termes d'éthique, de justifier une différence. En revanche, il faut effectivement